Monsieur Lambert Mende, bonjour. Bonjour. Les États-Unis ont imposé des sanctions à Joseph Kabila via le département de Trésor. En tant qu'ancien porte-parole de son gouvernement et figure de l'Union sacrée, comment accueillez-vous cette décision? Je vais accueillir cette décision avec beaucoup de sentiments mitigés, dans la mesure où, au départ, j'avais l'impression que ceux qui prétendaient que le président honoraire Joseph Kabila avait des connexions étroites avec ceux qui agressent la République et leurs supplétifs de l'AFC M23, jusqu'au moment où nous l'avons vu à Goma. Ça, c'était la première surprise. Et lorsque le président Kagame lui-même, l'auteur principal de cette agression contre notre pays, l'a désigné nommément comme le leader de l'AFC M23. Nous sommes complètement perdus en conjecture lorsque nous superposions les déclarations du président Kabila à l'époque où nous travaillions avec lui, désignant clairement le Rwanda comme le principal problème de la sécurité que connaît la République démocratique du Congo, et ses attitudes actuelles de rapprochement avec le Rwanda. Et donc, finalement, ça ne m'a pas étonné que devant cette accumulation de preuves, que le gouvernement américain ait pris la décision qui lui semblait la plus juste, si tant est qu'il voulait stabiliser un espace de la République démocratique du Congo dans lequel elle entend entreprendre des synergies avec la RDC pour le plus grand bien des deux parties. Voilà mon point de vue. Ces sanctions constituent-elles, selon vous, un signal adressé à l'ensemble de la classe politique congolaise ou visent-elles exclusivement l'ancien président? Je ne pense pas qu'il faille considérer que les sanctions visent à manifester une quelconque menace vis-à-vis des Congolais. Je pense que c'est une attitude de complicité de plus en plus évidente avec l'agresseur rwandais qui est sanctionné dans la mesure où le Rwanda venait de s'engager lui-même à Washington à contribuer à la stabilisation de cet espace et que les États-Unis avaient mis leur signature dans cet accord comme garant et que donc cela pouvait apparaître aux yeux du gouvernement américain comme une atteinte délibérée à la crédibilité de la signature de cette première puissance mondiale. Donc, ça se passe entre les États-Unis, l'agresseur rwandais et tous les Congolais qui sont soupçonnés de lui prêter main forte. Certains estiment que ces sanctions pourraient paradoxalement renforcer Kabila sur l'échiquier politique intérieur en les repositionnant comme victimes d'une ingérence étrangère. Partagez-vous cette analyse? Non, je suis loin de partager cette analyse parce que d'ingérence étrangère, nous en avons subi des plus importantes. Sous le silence même du président honoraire. Ce que le Rwanda fait depuis 1996 n'a pas d'autre nom. C'est une ingérence étrangère et qui est tout à fait inacceptable parce qu'elle s'accompagne de prédation, elle s'accompagne d'un projet d'hégémonisme qui ne cache plus, qui ne fait plus mystère de la volonté du gouvernement rwandais de pouvoir faire main basse sur une partie de notre territoire. Pour le reste, je pense que la solidarité et la coopération entre la République démocratique du Congo et les États-Unis qui amènent à ce que les États-Unis tirent les conséquences d'une situation qui met en danger la réussite de cette coopération, c'est quelque chose qui relève, je pense même de la volonté du gouvernement congolais et de la plupart des Congolais qui sont victimes depuis 30 ans de cette agression qui nous vient du Rwanda. Lors de sa conférence de presse du Sumain, le président Tshisekedi a laissé entendre qu'il serait difficile d'organiser les élections de 2028 dans le délai constitutionnel.
en raison de l'occupation d'une partie du territoire. Cette position vous semble-t-elle constitutionnellement défendable? Je ne sais pas dans quelle mesure on peut parler de une position constitutionnellement défendable. Je parle ici d'une réalité de terrain. Nous avons deux provinces qui sont passées sous la coupe d'un ennemi impitoyable qui est en train même d'instaurer des administrations parallèles. Il y a donc là un projet de balkanisation contre lequel même les pères de l'indépendance nous avaient mis en garde depuis 1960. Je parle de Patrice Lumumba, lorsqu'il a prévenu les Congolais que nous sommes qu'il y a un plan de balkanisation qui est ourdi contre notre pays. Et aujourd'hui, nous assistons à des premières mises en œuvre de ce plan diabolique. Je ne connais pas de Congolais normalement constitué qui peut accepter de banaliser ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire le délitement, le démembrement, la dislocation de notre pays, et considérer que les élections sont plus importantes que le fait de mettre fin à cette menace existentielle. Puisque nous allons élire qui et pour faire quoi si le pays n'existe plus. Mais en 2023, pourtant, il y a certaines parties du territoire national qui étaient également sous occupation et cela n'a pas empêché le pouvoir organiser les élections. Nous avions alors l'espoir que la situation allait se normaliser parce que l'occupation du territoire congolais par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 n'avait pas pris les proportions qu'elle a aujourd'hui. Donc nous constatons que nous sommes en train de perdre ce patrimoine que les ancêtres nous ont légué et qu'il faut réellement donner priorité d'abord à mettre fin à cette menace existentielle avant de penser à toute autre chose. C'est comme ça que nous sacrifions même les programmes d'éducation, des programmes d'infrastructure pour donner plus de moyens aux forces de défense et de sécurité pour qu'on puisse réellement reconstituer l'intégrité territoriale de la RDC. Le président qui organise donc les élections en 2023, parce qu'il il avait un mandat à prendre, cette fois-ci en 2028, comme il n'a plus de mandat à prendre, autant qu'il aura déjà fait ses deux mandats, il nous dit pas d'élection. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas d'élection. Au moins en 2028, il a dit qu'il n'y aura pas d'élection si l'occupation d'une partie du territoire continuait. Mais je pense que dans ce que vous évoquez là, vous ne tenez pas suffisamment compte du fait que l'espoir que nous avons tous, et le président, et la majorité, et l'opposition, c'est de voir arriver le jour où cette occupation d'une partie du territoire national va cesser. Ce jour peut arriver demain, ça peut arriver dans 3 semaines, ça peut arriver dans 1 an, mais ça peut ne pas arriver avant les échéances électorales. C'est dans ce cas, et dans ce cas seulement, que la prédiction du président peut s'avérer juste. L'opposition... Donc, il n'y a pas une position définitive en disant, comme s'il souhaitait que la guerre continue, qu'on continue à tuer l'armée dont il a le haut commandement. Non, je pense que tous nous souhaitons que cela prenne fin et cela doit fouetter notre détermination à mettre fin à cette agression. L'opposition accuse le président de vouloir instrumentaliser donc la guerre à l'Est pour justifier un glissement des calendriers électoraux. Ces accusations sont-elles selon vous fondées? Je ne vois pas comment on peut déclarer fondée une telle accusation, comme si la guerre a été le fait du président Tshisekedi. Nous savons tous qui est à la base de cette agression que nous subissons. C'est le président Kagame et son gouvernement. Même les Américains qui ont des réseaux pour recueillir de bonnes informations le savent. C'est pourquoi ils ont mis l'armée rwandaise sous sanction. Donc, vous ne pouvez pas accuser le président Tshisekedi de vouloir instrumentaliser, ou bientôt l'opposition ne peut pas accuser le président de vouloir instrumentaliser quelque chose qui n'est pas de son fait.
C'est comme s'il y avait une collusion entre le président et son homologue rwandais. Or, à entendre les deux communiquer chacun de son côté, on sent qu'il y a une sorte d'animosité qui peut exclure dans les raisonnements que nous avons l'idée qu'ils puissent être en collusion, de sorte que le président profite d'une initiative que Kagame a déclenchée pour en bénéficier, alors que Kagame, dans tous ses discours, laisse entendre que il a ciblé Tshisekedi comme un de ses ennemis mortels, pratiquement. La proposition de loi référendaire du député Ngonankoy est dénoncée par une large partie de l'opposition comme une tentative de contourner l'article 220 de la Constitution. Quelle est votre lecture juridique et politique de ces tests? J'ai sous les yeux cet article 220 et je ne vois pas là où il interdit de pouvoir légiférer sur une loi référendaire que la Constitution a prévue, puisque la Constitution a prévu le référendum et la Constitution a prévu que les dispositions qui sont annoncées en ce qui concerne le référendum seront mises en œuvre par une loi. Alors, qu'un législateur comme le professeur Paul Gaspard Ngondakoy puisse, comme il l'a fait en ce qui concerne d'autres matières, proposer à ses collègues que nous sommes une loi pour que cette disposition de la Constitution soit applicable. Je vous rappelle que cette disposition ne concerne pas le référendum, ne concerne pas seulement l'article 220, ne concerne pas seulement le fait que le mandat présidentiel puisse être étendu, ça concerne tous les aspects de la vie nationale. On peut faire un référendum pour la binationalité, on peut faire un référendum pour modifier une frontière de notre pays, on peut faire un référendum en Suisse, je vous dis qu'on fait des référendums pour un bout de chemin ou un pont qu'il faut construire. Alors pourquoi on va empêcher les Congolais d'avoir une loi référendaire comme si une disposition de la Constitution interdisait le référendum, alors que c'est un exercice qui est prévu dans la Constitution elle-même? Félix Tshisekedi a lui-même combattu la tentative de révision constitutionnelle sous Kabila. Comment expliquez-vous qu'il semble aujourd'hui emprunter une démarche similaire? Je ne pense pas qu'on pouvait combattre un projet de révision constitutionnelle. Ce qui était combattu, à ma connaissance, c'est l'idée qu'on pouvait attenter aux dispositions que l'opposition jugeait verrouillées par l'article 220. Mais une révision constitutionnelle porte sur une constitution qui a plus de 220 articles. Alors qu'est-ce qui empêcherait que l'on puisse revisiter ? Travailler en RDC ne devrait pas ressembler à une chasse. Tu es prêt, ton CV est prêt, mais les offres semblent loin, les contacts flous, les réponses silencieuses. Tu actualises, tu rejoins des groupes WhatsApp, tu compares, tu doutes. Tu essaies encore, puis tu perds du temps là où tu voulais trouver un avenir. Stop. Avec Jobinter, tu ne cours plus derrière une opportunité en République démocratique du Congo. Tu commences ta recherche au bon endroit. Où que tu sois, ouvre Jobinter et lance ta recherche gratuitement.